Salut, c'est Zaba, et commençons tout de suite par le numéro 10, la comtesse de Dracula. La comtesse Elisabeth Bathory était de loin la tueuse en série la plus vicieuse de l'histoire. Cependant, il reste très difficile de savoir à quel moment précis les faits se terminent et la fiction commence. Elisabeth Bathory était-elle la véritable comtesse Dracula qui se baignait dans le sang de ses victimes, ou était-elle simplement une femme maléfique qui était cruelle avec ses serviteurs? Ce dont nous sommes sûrs, c'est que la comtesse est née en 1560 dans une famille aisée. Ses parents gouvernaient la Transylvanie au sein du royaume de Hongrie en tant que principauté indépendante. Mais quand Élisabeth avait environ 11 ou 12 ans, elle a été fiancée à un autre aristocrate, Ferenc Nadasdy. Mais 2 années plus tard seulement, elle tombera enceinte. Cependant, l'enfant appartenait à son amant de statut inférieur et non à l'homme auquel elle avait été fiancée. Nadasdy est alors furieux d'apprendre l'existence de ce bébé et il torture l'amant d'Élisabeth. En conséquence, l'enfant né hors mariage a ensuite été discrètement caché aux yeux du public. Élisabeth a ensuite épousé Nadasdy à l'âge de 14 ans, alors elle était un peu précoce. Et le couple a vécu ensemble dans un château de contes de fées. Mais pas tout à fait avec le style de vie des contes de fées. Et de vous à moi, ça ressemblait un poil plus à un film d'horreur, mais bon. Et peu de temps après leurs noces, des rumeurs ont commencé à se répandre selon lesquelles Élisabeth torturait et achevait des jeunes filles. Mais elle n'était encore qu'une jeune fille elle-même, ce qui signifie qu'elle était probablement une enfant maléfique ou qu'elle a simplement eu de très mauvaises expériences dans sa jeune vie. Et au début, elle ne s'en prenait qu'à ses servantes et aux filles des paysans locaux. Mais elle a très vite commencé à s'en prendre aux filles qui lui étaient envoyées par les grandes familles locales pour apprendre les bonnes manières, comme les dames d'honneur. Et c'est à ce moment-là que les gens ont vraiment commencé à remarquer les terribles méfaits d'Élisabeth. On murmure que la femme buvait le sang des jeunes filles parce qu'elle pensait que cela préserverait sa jeunesse. Et des témoins commencent même à se manifester et admettent avoir vu Élisabeth entailler ses victimes avec des ciseaux, les piquer avec des aiguilles et les brûler avec des fers chauds. Et son mari finit par mourir en 1604 alors qu'Élisabeth avait 43 ans. Mais ce n'est qu'en 1610 que les autorités hongroises se décident enfin à enquêter sur les 600 crimes qu'elle aurait commis. Et elle sera enfin arrêtée en décembre de la même année, puis enfermée dans un château au lieu d'être jugée en raison de son statut de femme noble. Elle a vécu le reste de ses jours en isolement jusqu'à sa mort en 1614 à l'âge de 54 ans. Numéro 9, Daria Saltykova. Daria Saltykova était une noble russe née le 11 mars 1730. Et elle deviendra aussi célèbre pour son sadisme dans l'Empire russe qu'Elisabeth Bathory l'était en Hongrie. Elle a en effet torturé et tué de nombreuses jeunes femmes serfs, essentiellement des esclaves sous son autorité. Et Daria est née dans la richesse. Son père et sa mère faisaient tous deux partie de familles nobles russes. Elle est donc née avec une cuillère en argent dans la bouche, mais cela ne l'empêchera pas de devenir un véritable monstre. Et elle épousera par la suite un autre noble et auront 2 fils ensemble. Cependant, elle deviendra veuve en 1755 alors qu'elle n'avait que 25 ans. Et suite à la mort de son mari, Daria recevra une somme très importante d'argent en héritage. Elle hérite également d'un très grand domaine où elle s'installe avec ses 2 fils ainsi que ses serfs. Et au départ, les plaintes concernant les décès survenus au domaine de Saltykova ont été ignorées par les autorités. Daria, ayant de très bonnes relations à la cour de Russie et avec la noblesse russe, la police locale ne voulait pas s'attirer ses foudres. Mais après que 138 décès suspects aient été signalés, même Daria ne pouvait plus cacher la vérité. Les familles des victimes ont présenté une pétition à l'impératrice Catherine II qui a décidé de faire de cette noble femme un véritable exemple. Et l'impératrice Catherine II a donc fait juger Daria publiquement et la meurtrière aristocrate a été arrêtée en 1762. Et 6 ans plus tard, ils prenaient leur temps à l'époque, Daria a été reconnue coupable du meurtre de 38 personnes. Mais la peine de mort ayant été abolie quelques années plus tôt, l'impératrice ne savait pas vraiment comment punir Daria. Elle finira par l'exposer sur une estrade publique à Moscou avec une pancarte autour du cou détaillant tous ses crimes. Daria était donc humiliée publiquement avant d'être envoyée en prison pour y passer le reste de ses jours. Pas assez cher payé à mon avis. Numéro 8, Olga de Kiev.
Olga de Kiev, fille de parents vikings, fut la régente de la principauté de Kiev entre 945 et 960. Elle est notamment connue pour avoir brutalement réduit en esclavage la tribu des Drevliens, responsable du meurtre de son mari, Igor de Kiev. Et le petit-fils d'Olga, Vladimir, finira par convertir toute la nation au christianisme. Cependant, les églises orthodoxes orientales et grecques catholiques lui reconnaissent le titre vénérable et extraordinaire d'Is-Apostolos, l'égal des apôtres. Et lors de son baptême, elle a reçu le nom d'Hélène, d'après la mère de Constantin le Grand, qui était une sainte. Elle a été la première femme à régner sur la principauté de Kiev et n'a reçu le trône que parce que son fils n'était pas encore en âge d'assumer lui-même cette fonction. Mais sa courte période de pouvoir n'allait pas l'empêcher d'entrer dans la légende. Comme je l'ai mentionné, son mari a été tué par les Drevliens après un soulèvement inattendu. Et suite à leur succès, les Drevliens ont vraiment pris la confiance, à tel point qu'ils se sont montrés à Kiev pour que la reine épouse l'homme qui avait tué son mari, le prince Mal. Mais prise par surprise, la reine a accepté et a demandé au groupe royal de revenir le lendemain. Et il faut aussi avouer qu'elle était dans une position très difficile. Que feriez-vous si quelqu'un exécutait votre mari et avait le culot de vous forcer ensuite à l'épouser? Et en plus, vous êtes une femme dans les années 900, ce qui facilite pas vraiment les choses. Quoi qu'il en soit, à leur retour, ils s'attendaient à recevoir les honneurs et prévoyaient d'emmener la reine avec eux. Mais les Drevliens ont eu une très mauvaise surprise. Les invités ont été jetés dans une fosse et enterrés vivants sous le regard d'Olga. Et après cela, elle a transmis un message aux Drevliens, insistant pour qu'ils envoient plus d'hommes pour participer aux festivités. Mais quand ils sont arrivés, Olga les a tous enfermés dans le bain public et y a mis le feu. Qu'en pensez-vous? Tueuse en série, ou est-il plus approprié de l'appeler meurtrière de masse, ou bien reine guerrière? J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez en commentaire. Numéro 7, Alice Kittler. Alice Kittler a été la première personne à être officiellement condamnée pour sorcellerie en Irlande. Et comme tous ceux qui étaient accusés de sorcellerie à l'époque, elle n'était pas vraiment une sorcière. Mais elle a très certainement commis suffisamment de meurtres pour que le pays tout entier se retourne contre elle. Alice est née dans une très riche famille de marchands aristocratiques dans l'Irlande du XIIIe siècle. Et elle épousera William Outlaw en 1280, un autre riche marchand et prêteur sur gage réputé. Il était également le maire de Kilkenny, qui est un poste très important. Mais il décédera mystérieusement, et peu après sa mort, Alice épousera un autre homme nommé Adam en 1302. Mais là aussi, il décédera brusquement. Elle a ensuite épousé un troisième homme, Richard de Val, un propriétaire terrien extrêmement riche. Mais peu de temps après leur union, il est lui aussi décédé. Pas du tout suspect tout ça, tout à fait normal. Et enfin, son quatrième et dernier époux, John Le Peur, qui est également mort après avoir épousé Alice. Mais alors là, je m'y attendais vraiment pas. Et suite au décès de son quatrième mari dans des circonstances entre guillemets mystérieuses, il était assez évident qu'Alice avait quelque chose à voir avec leur mort. Sans blague. Et les enfants de John Le Peur ainsi que des proches de ses précédents mariages et ses propres beaux-enfants ont accusé Alice d'avoir empoisonné ses maris. Ils ont également affirmé qu'elle pratiquait la sorcellerie, ce qui attirait l'attention des autorités. Elle était accusée de sacrifier des animaux pour invoquer des démons, ainsi que d'avoir une relation intime avec un incube. On pense également qu'elle organisait des réunions de sorcellerie avec d'autres sorcières. Mais juste avant d'être exécutée pour ces crimes, Alice s'est échappée et on ne l'a plus jamais revue. Numéro 6. Empoisonnement du Sénat romain. En 331 avant Jésus-Christ, 200 femmes romaines ont été accusées d'empoisonnement collectif après que plusieurs personnalités importantes du Sénat romain soient mortes brusquement. Et l'historien romain Titus Livius, dit le Padouan, est responsable de la description du procès sensationnel et des événements qui l'ont précédé. Tout a commencé lorsque des hommes importants du Sénat ont commencé à tomber comme des mouches. Et l'équipe chargée d'enquêter n'arrivait pas à comprendre ce qui se passait. Ou en tout cas, jusqu'à ce que l'une des femmes dénonce les autres coupables. Et ils ont appris qu'une vingtaine de femmes de la noblesse préparaient des poisons et les distribuaient à d'autres femmes nobles pour qu'elles empoisonnent leurs propres maris. Et selon le professeur Richard Bauman, un expert de la Rome antique, cela faisait partie d'une rébellion. Les femmes nobles voulaient assassiner leurs maris pour protester contre le mariage romain.
Et lors du procès, 30 des femmes qui avaient préparé leur tonique mortel se sont portées volontaires pour les boire afin de prouver qu'ils étaient totalement inoffensifs. Cependant, elles sont toutes mortes et ont évité l'horrible sort que le Sénat romain prévoyait de leur infliger. Mais le sort des 70 autres femmes qui avaient été impliquées dans les meurtres est inconnu, mais on pense qu'elles ont été chassées en exil. Numéro 5, le règne du poison. La reine Anula était le dirigeant d'un ancien royaume appelé Anuradhapura qui a dominé le Sri Lanka à partir du IVe siècle avant Jésus-Christ. Et le royaume a survécu jusqu'au Xe siècle après Jésus-Christ, soit une durée impressionnante de 1400 ans. Et selon les archives historiques, la reine Anula a régné sur Anuradhapura au 1er siècle avant Jésus-Christ. Et comme tout autre ancien royaume, celui-ci était rempli d'ambition, de trahison et d'assassinats. Et un certain Chora Naga régnait sur Anuradhapura après la mort de son père. Chora a régné pendant 12 ans, mais il est mort subitement peu de temps après avoir eu une relation avec une épouse nommée Anula. Et on pense qu'elle a empoisonné sa nourriture. Mais lorsque le fils de Chora Naga prit le trône, il n'a régné que 3 ans avant d'être empoisonné à son tour. Et avec la mort du dernier héritier, le siège du royaume est revenu à un garde du palais et qui avait justement une liaison avec Anula. Mais sans surprise, après avoir régné pendant un peu plus d'1 an, sa vie s'est également terminée à cause du poison. Et après avoir assassiné 3 hommes, Anula est finalement devenue reine d'Anuradhapura. Mais tout son travail sera vain, puisqu'elle n'a régné que 4 mois avant que Kutta Kana Tissa, Tissa encore sauvé Missy, un homme de la lignée royale qui avait fui la ville justement par crainte de la reine Anula, ne revienne avec une armée. Il s'empare alors du trône et brûle Anula vivante dans son propre palais. Numéro 4, la première reine d'Angleterre. La reine Elfrida était une Anglaise de la noblesse née au Xe siècle. Et bien que nous ignorions à quoi elle ressemblait, les archives historiques disent qu'elle était renommée pour sa très grande beauté. Elle était d'ailleurs si belle qu'elle attirait l'attention du roi Edgar d'Angleterre. Et afin de voir si la femme était à la hauteur de ses attentes, le roi Edgar a envoyé son ami Ethelwald, un puissant noble, rendre visite à Elfrida. Mais quand Ethelwald a vu la beauté de la femme, il est tombé tout de suite amoureux. Et il a fait savoir au roi qu'elle était laide, difforme et sombre. C'est Ethelwald qui épousa Elfrida, et ensemble ils gouvernèrent une région de la taille de la Normandie, avec très peu d'interférences de la part de la famille royale. Mais apparemment, c'était loin d'être suffisant pour Elfrida. À la mort de son mari, en 962, elle épousa le roi Edgar lui-même. Et on dit même qu'Edgar et Elfrida étaient amoureux pendant tout ce temps, et qu'ils ont comploté ensemble pour le meurtre d'Ethelwald. Mais leur mariage était apparemment un succès. Mais Edgar décédera en 975, la laissant seule avec son fils Edward, né d'une autre femme, et leur fils biologique, Ethelred. Mais Elfrida n'apprécie pas vraiment le fait qu'Edward soit le prochain héritier du trône. Et après avoir été couronné roi, il lui rendit visite en 978, où il fut soudainement retrouvé mort. Et son meurtre a été attribué à un serviteur, bien que tout le monde soit sûr que c'était la reine Elfrida. Et bien sûr, avec la mort de ce beau-fils gênant, il était beaucoup plus facile pour son propre fils, Ethelred, de monter sur le trône. Numéro 3, Delphine Lalaurie. Delphine Lalaurie était une femme extrêmement riche qui vivait à la Nouvelle-Orléans et qui est très célèbre pour avoir assassiné et torturé ses esclaves. Sa famille a quitté l'Irlande pour s'installer en Nouvelle-Orléans à la fin du XVIIIe siècle et Delphine est née vers 1775. Et elle s'est mariée à un officier espagnol en 1800 et en 1804, ils ont voyagé en Espagne. Et Delphine donnera naissance à une petite fille sur le bateau pendant son voyage, mais avant qu'il n'atteigne Madrid, son mari était déjà mort. Et une fois arrivée à destination, Delphine a changé d'avis sur l'Espagne et est rentrée directement en Amérique. Mais elle s'est très vite remariée avec un banquier, peu de temps après son retour. Mais 8 années plus tard seulement, lui aussi est décédé. Delphine a donc épousé un médecin nommé Léonard en 1825 et tous deux ont emménagé dans un manoir. Et c'est à cette époque que des rumeurs ont commencé à se répandre sur Delphine. Et bien qu'elle ne fasse pas techniquement partie de la noblesse, elle faisait partie d'une nouvelle génération d'Américains très riches qui ressemblaient énormément à la noblesse d'Europe. Et en 1834, un incendie se déclare dans le manoir du couple. Et lorsque la police a enquêté sur l'incident, ils ont retrouvé son cuisinier mort et enchaîné à la cuisinière. Apparemment,
L'homme était terrifié à l'idée d'être envoyé au grenier pour quelque chose qu'il avait mal fait. Il s'est donc brûlé vif pour l'éviter. Mais lorsque la police a fouillé le grenier pour voir de quoi l'homme avait si peur, elle a découvert une salle de torture secrète remplie de corps mutilés d'esclaves. Et Delphine Lalaurie avait pratiqué des sévices inhumains en s'aidant de matériel de torture afin de charcuter ses propres servants. Et finalement, une foule enragée a envahi le manoir dans l'intention de traîner Delphine dehors, mais elle a réussi à s'échapper. Le couple gagne en hâte la ville portuaire de Mobile dans l'Alabama où il embarquera pour la France. Et à la fin des années 30, Eugène Bach, qui fut le sacristain du cimetière Saint-Louis, découvrit une vieille plaque de cuivre fissurée dans l'allée 4 du cimetière, et l'inscription sur la plaque se lisait comme suit. Or, selon les archives françaises de Paris, Lalaurie est décédé le 7 décembre 1949 à l'âge de 62 ans. Numéro 2, la reine du poison. Au XVIIe siècle, Giulia Tofana était l'une des meurtrières les plus habiles d'Italie. Elle est née à Palerme en 1620 et 13 ans plus tard, sa mère a été exécutée pour avoir assassiné son propre mari. Et en grandissant, Giulia a travaillé avec de nombreux ingrédients naturels différents pour devenir experte en empoisonnement. Elle a vendu un poison incolore et insipide appelé Aqua Tofana, prétendument inventé par Tofania di Adamo, qui pourrait justement être la mère de Giulia. Elle s'est ensuite lancée dans la vente de poisons mortels qu'elle vendait aux femmes pour qu'elles puissent se débarrasser de leurs amants. Et ce, tout en voyageant à travers la Sicile, Naples et Rome. Et Giulia a dirigé son entreprise florissante pendant de nombreuses années. Et c'était véritablement une reine du meurtre clandestin, fournissant l'arme pour se débarrasser de centaines d'hommes sans jamais être inquiétée. Et elle restera la chef de file du monde du meurtre à Rome jusqu'à ce que tout s'écroule lorsque l'une de ses clientes a pris peur et a vendu Giulia aux autorités. Et la grande empoisonneuse de Rome avoue avoir tué plus de 600 hommes entre 1633 et 1651. Elle sera finalement exécutée en 1659 en compagnie de sa fille et nombre de ses associés. Et tous ceux qui étaient liés de près ou de loin à Giulia ont également été exécutés. Numéro 1, Elizabeth Brownrigg. Elizabeth Brownrigg ne descend pas de la noblesse, mais vient plutôt d'une famille d'ouvriers en 1720. Elle va épouser un certain James qui travaille comme apprenti plombier. Et ils auront au total pas moins de 16 enfants, mais seuls 3 survivent à la petite enfance. Et au fil du temps, James est devenu un plombier prospère, tandis qu'Elizabeth a pris un emploi de sage-femme. Elle est ensuite nommée surveillante des femmes et des enfants de la paroisse locale. Mais comme beaucoup de femmes qui l'ont précédée, Elizabeth était mauvaise et perverse. Et même si elle n'appartenait pas à la noblesse, elle avait ses propres serviteurs. Son travail lui permettait d'avoir la garde de plusieurs domestiques, chose qui était courante au XVIIIe siècle. Mais au lieu de les traiter dignement, Elizabeth les torturait, les enchaînant à des poutres en bois, les battant et les fouettant sans aucune pitié. Elle a même fait pire, mais je préfère vous épargner les détails. Et de nombreux serviteurs s'échappent et vont voir les autorités. Mais ce n'est que lorsque Mary Clifford meurt de blessures infectées qu'Elizabeth est arrêtée et jugée en août 1767. Et la pauvre Mary Clifford n'était âgée que de 14 ans au moment de son décès. Elizabeth est donc finalement accusée de meurtre et jugée coupable. Et elle finira par être condamnée à la pendaison pour ses terribles méfaits. Et ces mystérieuses pyramides ont été découvertes sous la jungle amazonienne. Découvre-les en cliquant sur cette vidéo.